Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Lucie Carpentier, archéologue, qui fouille actuellement le sanctuaire des Bouchots. Mais laissez-moi vous parler quelques instants de ce site d'exception. Au cœur de son écrin de verdure, le sanctuaire gallo-romain des Bouchots se laisse apercevoir. Situé le long de la voie Agrippa, le théâtre gallo-romain des Bouchots est situé sur le territoire de la commune de Saint-Cybardeaux, dans le département de la Charente. Il pourrait correspondre à l'agglomération Germanico-Magnus que l'on retrouve sur la table de Peutinger. Les ruines encore en place se composent d'un théâtre gallo-romain et d'un sanctuaire à son sommet. Le théâtre est le plus grand d'Aquitaine. Il pouvait accueillir de 5 à 6 000 personnes. Il a été creusé et construit au flanc de la colline, tandis que le sanctuaire, lui, est à son sommet. La cavea, l'espace qui recevait les spectateurs, est divisée en 2 demi-couronnes. Elle est limitée en bas par un muret, au-dessus de 3 rangées de gradins de pierre, situés dans l'orchestre. La présence de nombreux clous a fait supposer que le public s'asseyait sur des gradins en bois. Quant au sanctuaire, situé au sommet de la colline, il est composé de 2 ensembles, dont l'un date du 1er siècle et l'autre de la fin du 2e. Le premier ensemble, situé à l'est, comporte un espace rectangulaire limité par des murs, un temple rectangulaire et un temple octogonal. Le second porte 2 petits temples carrés dans un vaste espace. Il n'a été retrouvé aucune inscription, mais une statue de Mercure en argent doré à la feuille d'or. On ignore le nom des divinités qui y étaient vénérées dans le sanctuaire. La découverte de la statue de Mercure ne nous apporte aucune certitude, bien que Mercure fût la principale divinité vénérée en Gaule. De toute évidence, le théâtre n'est pas un bâtiment voué au loisir, mais à des cérémonies religieuses. Lors des cérémonies, les sujets partaient probablement du sanctuaire pour se rendre en possession au théâtre et y assister à des mystères joués par des troupes d'acteurs dans l'orchestra et non sur la scène comme dans un théâtre classique. Le site des Bouchots offre donc une superbe illustration de ce que fut le monde gallo-romain, mélange de traditions celtiques et de nouveautés apportées par les conquérants. Mais laissons Lucie Carpentier nous présenter l'objet de ses fouilles actuelles. Donc moi c'est Lucie Carpentier, je suis responsable d'opérations chez Archémine, une société d'archéologie préventive privée. Et ça fait depuis donc 2016 que j'interviens sur le sanctuaire des Bouchots. Par ailleurs j'ai beaucoup travaillé à Chassenon depuis 2006, où j'ai appris l'archéologie. J'ai commencé comme bénévole, puis comme responsable de secteur, et puis cette année j'ai fini responsable d'opération, la boucle était bouclée. Mon sujet de recherche principal, on l'aura deviné, c'est les sanctuaires gallo-romains. J'ai réalisé un master à l'université de Bordeaux sur la question de l'origine des temples à plan centré, et dans la foulée j'ai commencé une thèse sur les sanctuaires en Aquitaine, à Lille, sous la direction de William Van Andringa, que je n'ai pas terminé, mais qui m'a permis de me lancer sur le projet des Bouchots à Saint-Cybardeaux, qui est un beau site, qui n'avait pas eu de nouvelles fouilles depuis 1995, suite à l'intervention, des interventions de François Thierry. Le théâtre, il a été dégagé au 19e siècle principalement, et les vraies dernières interventions, c'était 1901 à 1906 par le père Camille Delacroix. Il y a bien une intervention dirigée par Madame Finker et Monsieur Thierry dans les années 80, mais les interventions entre les années 70 et les années 90 se sont concentrées sur le plateau, sur le lieu de culte, qui lui était très peu documenté. Il n'y avait eu que quelques tranchées réalisées au 19e siècle, tout était encore à faire, et c'est vraiment eux, Monsieur Louis Morin et Monsieur François Thierry, qui ont permis de déterminer l'emprise du site et caractériser un petit peu les vestiges. D'accord. Et suite à ma volonté de réintervenir sur le site, on a relancé un programme parce qu'on s'est rendu compte que, bien évidemment, et c'est comme souvent, le site est plus riche que ce qu'on imaginait. Son histoire aussi est plus riche. On a
un phasage important et toutes les maçonneries n'ont pas encore été observées. Donc, puis les dernières interventions de M. Thierry avaient vraiment pour objectif de déterminer le tracé, donc des sondages ponctuels pour retrouver les murs, là où nous on ouvre sur aujourd'hui des aires beaucoup plus grandes pour un petit peu comprendre comment tous ces espaces s'articulent entre eux, voir aussi les niveaux de circulation, comment ils fonctionnent avec les maçonneries. Car on parle de théâtre ou de sanctuaire? Sanctuaire. Ouais, sur l'ensemble du site. Sur l'ensemble du sanctuaire. Vraiment, le théâtre, c'est un site qui aujourd'hui est mis en valeur. Il serait intéressant de réaliser de nouvelles campagnes de fouilles. Mais là, pour le moment, on est vraiment, depuis deuxième moitié du XXe siècle, c'est le sanctuaire, c'est le sommet de la colline. Le théâtre faisait pas aussi partie de l'aspect sacré? Tout à fait. Ouais. Vraiment, les deux sites s'articulent ensemble. D'ailleurs, ça se voit au niveau de la topographie. On a le sanctuaire au sommet de la colline qui est à ce moment-là aplani et on installe sur le flanc nord de celle-ci donc le théâtre. Les deux marchent bien d'un point de vue localisation puisque tous les deux sont vraiment à touche-touche, mais aussi au niveau de la fonction. Le théâtre fonctionne tout à fait avec le sanctuaire. Alors je pense à par exemple des sites comme Chassenon ou même Sanxé, on retrouve souvent le triptyque temple, terme et théâtre. Les 3T, les fameux 3T qui font l'ensemble monumental, tout à fait. Ici, ce qui nous manque, c'est les thermes. Autant à Chassenon, ce qu'on connaît vraiment bien aujourd'hui, c'est les thermes qui sont particulièrement bien conservés. Ici, on n'a rien. Alors on sait qu'en 1979, en contrebas de la colline, des labours ont mis en évidence des éléments rappelant le balnéaire. Le mortier de Tuileau, ce mortier rose hydraulique, avec donc des fragments de tuiles qui permettent cette résistance à l'eau. On a aussi des pilettes d'hypocauste, ce système de chauffage. Donc voilà, donc il y a des éléments qui ont été vus en contrebas de la colline, mais ça pourrait très bien être aussi une aile, un balnéaire qui appartiendrait à une villa ou à une domus un petit peu un peu cossu. Donc on n'a pas les termes monumentaux. L'édifice public ici pour Saint-Cybardeaux, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais oui, on a vraiment le théâtre et les temples. Mais on est en train de mettre en place un SIG, donc sur QGIS, un système comme ça qui nous permet de relocaliser toutes les emprises de fouilles. On reprend même justement ces sondages depuis les fouilles depuis les années 70. Ça va permettre comme ça d'avoir un peu le plan correct, mais aussi de savoir un petit peu tout ce qui a été trouvé. Et notamment, il y a beaucoup de photos anciennes, des diapositives qui sont renumérisées et qui vont permettre d'être relocalisées sur le plan. Et ça, c'est un outil qui est vraiment précieux. Donc, il y a quand même beaucoup de zones aujourd'hui du sanctuaire qui ont été maintenant investiguées. Surtout depuis 2016, parce que l'idée vraiment aujourd'hui est d'ouvrir sur des aires géographiques, des zones importantes. On ouvre sur des zones plus importantes qu'avant, parce que l'idée n'est pas juste de chercher les maçonneries, mais bien de comprendre comment tout s'articule. Et ça, ce n'est possible que d'une seule manière, c'est des aires ouvertes, larges. Vous pouvez aussi utiliser les techniques de résonance magnétique ou c'est pas du tout? Alors, la difficulté sur un site comme celui-ci, c'est qu'on est dans un bois. Et il faut faire un maillage serré, donc aller dans un sens et dans l'autre. Là, il y a beaucoup trop d'arbres et on ne les enlèvera pas, on est dans une zone Natura 2000. Et puis ça fait aussi tout le charme du site. Mais on peut utiliser une autre technique qui est celle du lidar. On a déjà fait une campagne de lidar et c'était notamment elle qui m'avait permis de déterminer, alors j'allais quand même y aller, mais la présence d'un mur dans le sanctuaire, un mur assez large. Donc ça c'est utile pour les secteurs boisés. Donc c'est une technique par lumière et en fait on a un retour, un peu la technique de comme la chauve-souris, voilà. Et ils ont des logiciels qui sont capables de nous enlever donc le couvert végétal et ensuite de voir les micro-reliefs. Et quand c'est des zones comme ici qui n'ont pas été trop impactées, notamment par l'agriculture, et souvent ça permet de retrouver le tracé des maçonneries. Voilà. Donc j'ai vu en arrivant qu'il y avait la présence d'un temple dit celtique ou dit. Oui, alors. Ouais. Ça, c'est tout mon sujet de master. Le temple dit celtique pose des difficultés. C'est souvent ce temple à plan centré, c'est le terme le moins qui prête le moins à débat. Ouais. On parle aussi d'un fanum. C'est donc quand la cella, la pièce dans laquelle la divinité, la statue de la divinité est installée, est entourée d'une galerie périphérique. C'est vraiment le plan le plus classique. Et ici, on en a deux exemples. On a donc deux temples à plan centré avec carré, avec la galerie périphérique.
mais on n'a jamais trouvé de temple avec ce plan-là avant la romanisation. Donc, oui, c'est un modèle de temple qu'on retrouve dans l'ère celtique, ça il est certain, on n'en retrouve pas ailleurs. Toutefois, on ne retrouve ce type de temple qu'à partir de la romanisation. On est au courant du 1er siècle avant notre ère. Qui est important, l'ère celtique ou la romanisation? Je pense qu'en fait on est face à une synthèse en vérité. On a la notion de centralité qui est forte pour les Gaulois. On le sent bien sur des sanctuaires comme à Gournay par exemple, à Gournay-sur-Aronde, etc., qui sont des sanctuaires précoces et qui ont révolutionné l'histoire, la compréhension des lieux de culte gaulois. On a vraiment cette notion de centralité qui est forte, mais la galerie vraiment périphérique n'apparaît que suite à la romanisation. Avec la romanisation, avec des guillemets, parce que c'est un concept à manier avec précaution aujourd'hui dans la recherche française archéologique de manière générale. Est-ce qu'on peut penser ici, ou est-ce que vous avez des traces de construction pré-gallo-romaine? Eh bien non, en général, ça déçoit les gens, mais je le préviens tout de suite, j'ai aucune trace d'une occupation gauloise sur la colline avant même le 1er siècle de notre ère. La construction du sanctuaire, alors soit elle a oblitéré absolument toute trace d'une occupation antérieure, mais normalement on aurait dû avoir un bruit de fond avec un petit peu de mobilier archéologique, quelques objets. Là, absolument rien, que ce soit moi ou mes prédécesseurs, ne laisse à penser qu'on ait une occupation gauloise ici. Vraiment absolument rien, on a vraiment un sanctuaire qui semble créé ex nihilo vers la fin de la première moitié du 1er siècle de notre ère. C'est un peu contradictif au final, ce qu'on pourrait presque penser qu'il y avait quelque chose avant, mais au final vous n'avez pas de traces. Oui, souvent on a tendance à vouloir y avoir une continuité. On a de nombreux exemples de sanctuaires qui existent à l'époque gauloise et qu'on voit se romaniser justement avec l'apparition des temples à plan centré. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Après, il semble que le site évolue, c'est-à-dire que les deux cours avec à chaque fois 2 temples à l'intérieur, n'ont pas l'air d'avoir été mis en place au même moment. On a bien la cour orientale qui est d'abord installée, mais très rapidement après, il se passe quelque chose à l'ouest, d'où l'intérêt d'intervenir maintenant à l'ouest. On a fait beaucoup de campagnes dans la cour orientale, donc là on a au moins 4 phases d'existence différentes. Donc on a vraiment bien documenté cette évolution du lieu de culte. Maintenant, on sent que rapidement, il se passe quelque chose à l'ouest. Il s'agit maintenant de savoir quoi exactement. Et on a une idée d'une déambulation dans le site? Ou c'est encore Alors, le problème de la circulation des fidèles est vraiment a été au cœur de ma problématique pendant la triennale, entre 2017 et 2019. On a mis en évidence en périphérie de la cour orientale la présence d'une galerie de circulation, vraiment un espace dédié aux fidèles, mais on n'a pas les entrées principales. On en a vu une à l'ouest, mais on n'a pas d'allée sacrée encore observée dans l'emprise du sanctuaire. Il s'agirait en fait de dégager en plan une grande partie de l'aire sacrée pour essayer de voir un petit peu si on devine comme ça des cheminements privilégiés. Souvent, il y a des zones on sent qui sont aménagées, des chemins. Ici, ça n'a jamais été vu. Pour le moment, ça n'est pas le sujet de notre problématique, mais ça serait très intéressant à aller voir, en effet, parce que c'est documenté de plus en plus par l'archéologie récente dans les lieux de culte. Donc, puis, si ce n'est un niveau de cheminement bien aménagé, on pourrait imaginer que grâce à, par exemple, une analyse micromorphologique, donc on collabore notamment avec Carole Vissac de GeoArchéon, elle est capable de réaliser des carottes, des prélèvements, et de voir les niveaux de circulation, des niveaux sur terre battue. Nous, on peut le voir en plan quand on fouille, et encore, il faut avec des archéologues pointus, bien aguerris, puisqu'on voit des épandages de mobilier. Mais si on n'a pas beaucoup d'épandages, c'est là où elle intervient, parce qu'elle est capable de nous dire à ce niveau-là, entre cette couche-là et cette couche-là, ça a circulé. Et ça, c'est précieux comme renseignement. Et ça, c'est tout l'intérêt de l'avancée de la recherche. Il y a quelques années, ça n'était pas notre portée. Aujourd'hui, c'est des études qu'on peut mener. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ce que vous faites sur cette partie qui est ouverte ?
Oui, bien évidemment. Donc l'idée ici, ça a été d'ouvrir de manière large, puisqu'on savait donc que sur le mur de Péribole, donc le mur qui délimite l'espace sacré au nord, on avait installé un bâtiment. Un bâtiment qui avait été identifié par Monsieur Thierry au moment de son dégagement comme une probable conciergerie, le lieu où résidait le concierge. Cécile Doulan, dans le cadre de sa thèse sur les sanctuaires en Aquitaine, avait privilégié l'hypothèse d'une salle de banquet, notamment parce qu'il y avait beaucoup de fragments de vaisselle, de céramique, mais aussi de la faune, des os d'animaux, des coquilles d'huîtres, donc beaucoup d'éléments qui faisaient penser à des déchets de cuisine. Or, on peut imaginer sacrifice animal dans le sanctuaire face au temple sur un autel, et puis ensuite une partie de cette viande sacrée était alors consommée, cuisinée et consommée au plus près de la divinité par les prêtres, les notables. Ce n'était pas un bâtiment qui permettait d'accueillir énormément de monde, en tout cas pas toute l'agglomération, mais en tout cas certaines personnes choisies. Donc c'était l'hypothèse de travail. Donc l'idée a été vraiment de dégager intégralement l'édifice, puisque mes prédécesseurs ont surtout cherché le tracé des maçonneries. C'était vraiment l'idée, c'était de chercher les maçonneries. Donc des fenêtres ponctuelles ont été réalisées pour retrouver celle-ci. Là, l'idée, c'est vraiment de dégager en plan tout l'édifice pour avoir également les niveaux de sol, puisque quelques niveaux de sol étaient mentionnés dans le rapport réalisé en 88, puisque la fouille date de 88. Et en effet, là maintenant, on commence à apercevoir des niveaux de sol bien conservés en place. Et par endroits, lorsque mes prédécesseurs ne sont pas intervenus, on a aussi la démolition. D'accord. Et on peut comme ça reconstituer toute l'histoire du site, puisque l'idée pour nous, c'est vraiment de voir l'évolution, c'est de la démolition jusqu'à la création du bâtiment. Le site a été, pas rasé, mais le site a été détruit à un moment donné ? Oui, alors on n'a aucune trace d'une destruction massive, notamment par exemple par un incendie ou autre. On sent plutôt une lente désaffection de l'édifice, une récupération systématique des moellons et des éléments de décor, puisque aucune statue, très peu d'éléments de décor. On a bien un chapiteau qu'on a retrouvé dans les fouilles anciennes, mais peu d'éléments, mais on sait que dans le théâtre, il y avait notamment des fours à chaux. Donc à la fin de l'Antiquité, au Moyen-Âge, des fours à chaux ont été installés dans ce secteur-là pour produire ce matériau utile pour le village. Et puis la plupart des moellons et les villages alentours sont construits avec ces éléments, avec les moellons, avec la chaux produite dans les fours, enfin voilà. Tout a été récupéré, il n'y a pas de petites économies. De la même manière, on sent dans certains endroits que les tuiles ont été récupérées. Notamment dans la pièce là, la pièce d'angle, on voit que les fragments sont plus petits. On sent donc bien que ce n'est pas la chute de la toiture en place, mais qu'il y a déjà eu un tri initial. Mais c'est ce qui est intéressant pour les archéologues. Quand on se promène dans la campagne et quand on voit une vieille maison abandonnée, on passe plusieurs fois, puis on voit comment tout ça évolue. On voit bien que c'est la toiture d'abord qui s'effondre. Donc on a les tuiles sur le sol. Puis ensuite, on voit bien que le haut des maçonneries s'effondre également. Et ça fait comme ça toute l'histoire du site. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, l'idée cette année, c'est une petite campagne, 2 semaines, avec une dizaine de bénévoles. L'idée étant de dégager intégralement donc, le bâtiment, qui s'est révélé plus grand que ce qu'on savait auparavant. Dégager le bâtiment, enlever toute la terre végétale, vider aussi, retrouver les sondages de mes prédécesseurs réalisés en 88, et ainsi l'année prochaine pouvoir repartir sur une page blanche, que des vestiges archéologiques en place, et ensuite on va pouvoir documenter comme ça toute l'évolution du site. Vous n'avez pas envie de tout décaper? Et en plus, ce qui est frustrant en général, et là les gens, ça les rend dingues, parce qu'ils voient le temps qu'on y passe, oui. C'est qu'à la toute fin, on rebouche tout, nous. Ouais. On va recouvrir en 2023, on recouvre tout d'un voile géotextile. On remet des cailloux aux zones où il va y avoir des maçonneries, des choses un petit peu sensibles. On met un petit cailloutis, souvent un petit cailloutis bleu, et on recouvre tout avec les déblais dégagés. Parce que c'est ça qui protège le mieux les vestiges. C'est vraiment ça a survécu 2000 ans sous terre, malheureusement dégagé trop longtemps, et c'est frustrant, mais le mortier se désagrège et puis les moellons commencent à sauter. Donc ce qui vraiment protège les vestiges, c'est de les réenfouir. Ça rend dingue en général les gens. Encore une nouvelle méthode de fouille.
Parce qu'avant, on cherchait plein de choses. Oui. Maintenant, on essaie de préserver un peu plus Oui. et donner du travail aux futurs archéos. Il faut pas tout... Souvent, notamment les sites comme Pompéi, c'est connu qu'ils gardent des réserves archéologiques pour des interventions ultérieures. Parce que, comme je disais, les techniques scientifiques, elles évoluent, elles se précisent. La micromorphologie, la technique du lidar, ce sont des choses qui sont toutes qui sont nouvelles, mais qui participent à notre connaissance du site et qu'on ne pouvait pas utiliser avant. Et dans quelques années, il y aura de nouvelles techniques. Là, moi, parfois, je râle parce que mes prédécesseurs cherchaient principalement les murs et certaines informations, ils ne les ont pas vues. Mais en vrai, il ne faut pas se leurrer. Un jour, il y en a un ou une archéologue interviendra après moi sur le site. J'en serais ravie. Mais bon, on va peut-être aller sur ma technique parce qu'il y aura quelque chose de nouveau et je l'aurais malheureusement perdu. Parce que l'archéologie, c'est je lis un livre, je lis une page, je la brûle. Je lis une page, je la brûle. Donc il faut enregistrer le maximum d'informations. Parce que ce qu'on a dégagé, ce qu'on a fouillé, ce qu'on a enlevé, on ne pourra pas y revenir. Peut-être un jour. Mais bon, là, c'est l'archéologie plus que science-fiction. Ouais. Mais voilà. Donc là, voilà. L'idée, c'est vraiment... Et on le voit, on commence à apercevoir les niveaux de tuiles en place. On a par endroits on imagine le pan effondré d'un mur. Ça nous permet de revoir un petit peu l'élévation, comment elle était mise en œuvre. Parce que ça, en général, on l'a perdu. Nous, on n'a plus que... au mieux une ou deux élévations, 2 assises d'élévation, mais on n'a souvent plus que les fondations. Donc voilà, on a quelques éléments comme ça d'information. On a des traces d'une enceinte qui entourait le site ou pas du tout? En fait, c'est le mur de Péribol. D'accord. En fait, un sanctuaire, c'est délimité donc, par un mur. C'est ce fameux mur de Péribol, un mot très classe à replacer dans les mots fléchés ou les mots croisés. C'est donc un mur qui va délimiter une cour sacrée, souvent qui est bordée d'ailleurs par une galerie périphérique pour la circulation privilégiée des fidèles. Et à l'intérieur de cette cour, on va avoir les temples. Donc il y a toujours des maçonneries comme ça qui délimitent l'espace sacré. Ce qui est un petit peu étonnant dans le plan du bâtiment qu'on a ici, c'est que c'est un bâtiment qui semble bien fonctionner avec l'espace sacré, puisque un petit peu plus à l'est, on a un accès au bâtiment qui a été vu. Mais il est à cheval sur le mur de Péribol, donc il est en partie sur l'espace sacré et en partie à l'extérieur. Et c'est pour ça que moi j'avais réalisé 2 tranchées à l'extérieur. C'était, je supposais la présence peut-être d'un mur un petit peu plus au nord qui délimitait cet espace sacré et surtout qui serait plus épais. Parce qu'ici le mur de Péribol il n'est pas très large et on sent bien que son tracé est un petit peu fluctuant, que la poussée des terres, toutes les racines aussi ultérieures, mais que la poussée des terres a peut-être un petit peu causé quelques affaissements de la maçonnerie. Et à l'est, c'était ce qu'ils avaient fait. Ils avaient construit un mur beaucoup plus important, 1 mètre de large, des fondations très profondes, aménagées dans le substrat local qui est ici une argile à silex. Ici, la maçonnerie est beaucoup plus étroite, on n'a pas 1 mètre de large. Donc l'hypothèse de travail pour moi, c'était d'avoir une maçonnerie un petit peu plus au nord, surtout que la topographie du terrain marque tout d'un coup une rupture. Je me suis dit, c'est peut-être au niveau de cette rupture. Et les 2 tranchées ont été très claires sur l'information. Rien du tout, aucune maçonnerie. Mon mur de Péribol, c'est bien cette maçonnerie. Et je ne sais pas pourquoi, il y a bien un bâtiment à cheval sur ce mur qui délimite l'espace sacré. Pourtant, il est assez fin en soi. Oui, il est assez fin, donc c'est assez étonnant. Pourquoi il est aussi fin après, tous les ça, c'est la sonnerie pour dire qu'il faut arrêter de travailler. C'était la même chose qu'on avait un petit peu plus à l'est et j'ai intervenu à l'ouest en 2016-2017 et pareil, on avait cette maçonnerie qui était assez peu épaisse et qui justement subit du coup beaucoup plus l'effet du temps. Et les maçonneries dans la cour orientale faisaient beaucoup plus massives, beaucoup plus monumentales, beaucoup plus impressionnantes. Ici, c'est un petit peu plus chétif, on va dire. C'est toujours l'idée. Et là, on voit par exemple les cailloux, c'est en place. Tout d'un coup, il y a une lacune. On a entre ces niveaux de cailloux et le mur, il ne se passe plus rien. Ça, c'est la tranchée de fouilles précédentes. Ça s'appelle même le sondage 5. D'accord. Exactement. Et donc voilà, on voit où sont intervenus mes prédécesseurs. Et la petite histoire, c'est qu'ils ont laissé au fond de chacun des sondages des bouteilles de bière. Putain.
Donc, par exemple, celle-là je la garde parce que je ramène trop visiteurs. Un jour, faudra que je la... Mais on a retrouvé la petite bouteille de Canterbro. C'était très Canterbro en... C'était un dieu celtique. En 88, ouais, j'imagine. Et là, on voit un fragment du sol, justement. Du sol qu'on retrouve un petit peu partout dans toutes les pièces. D'accord. Donc là, pour le moment, on le devine avec ces petits niveaux de cailloutis. On le devine encore mieux dans la pièce au nord. Mais on avait ce niveau de sol, donc avec de la chaux, et puis ces inclusions donc, de petits cailloux de calcaire et de terre cuite. D'accord. Et donc vraiment un sol très bien aménagé, similaire à ce qui se passait dans la pièce au sud, et puis similaire aussi à une galerie que j'ai retrouvée à l'est. Donc peut-être que tout ça fonctionne ensemble. Et ça, c'est le travail du pétro-archéologue. Ici, pour Saint-Cybardeau, on travaille aussi à Chassenon, c'est Arnaud Coutelas, qui analyse la recette utilisée pour les mortiers, que ce soit les murs ou les sols, et peut comparer entre eux comme ça les différents murs. Et ça permet de savoir si deux murs qui sont un peu éloignés font partie de la même phase. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors, on ne date pas avec le mortier, enfin on pourrait, mais les fourchettes de datation sont tellement importantes que vraiment c'est cette idée de préciser la recette utilisée qui est la plus pertinente dans notre approche. Et on peut donc là, déterminer... c'est ce qu'on voit. Donc là, sur la maçonnerie, j'ai mon voile géotextile. Ça, c'est l'intervention en 2019. Et puis, on voit tout d'un coup que le mur a subi présente une importante lacune. Ici, on est vraiment venu le détruire. Alors pourquoi? Est-ce que c'est des interventions archéologiques précédentes? Est-ce que c'est lié à un aménagement particulier? Ça, seule la fouille va nous dire. Toutefois, on note que dans ce secteur-là, on avait un géotextile déposé ainsi que des cailloux bleus. On sent que les archéologues du passé sont déjà intervenus dans la zone. C'est pourquoi nous, avec la pelle mécanique, on est intervenu de manière beaucoup plus importante dans ce secteur-là. C'est qu'on savait qu'il n'y avait plus de vestiges, puisque toujours ce système du voile du géotextile recouvert par des graviers. Exactement aussi un bon exemple. Non, c'est quelque chose, ça fait partie de la parure monumentale des agglomérations à l'époque gallo-romaine. Donc oui, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. C'est pour ça aussi que lorsque des vestiges d'un balnéaire ont été découverts, tout de suite on a pensé à des thermes, aux thermes publics, parce qu'on recherche le 3e T à Saint-Cybardeau. Ouais. Tout de suite. Très intéressant. Donc vous restez encore jusqu'ici en 2023? Oui. D'accord. On fouille en gros l'année prochaine, 2022, une campagne d'1 mois en juillet préférentiellement, avec une 20aine de bénévoles. Et puis en 2023, rebelote, avec peut-être un agrandissement si on se rend compte qu'à l'ouest, il y a une autre pièce qui se dessine. Et puis ensuite, il va falloir réfléchir à tout ça. Et puis si le département a toujours la volonté d'une mise en valeur scientifique des vestiges, il sera question alors de réfléchir à une autre intervention archéologique sur 3 ans. Avec peut-être, ce serait intéressant, le bâtiment au sud, bâtiment avec un plan très original, dont on a un seul autre exemple connu, c'est à Blicky, dans le Hainaut en Belgique. D'accord. C'est aussi sur un sanctuaire, donc il serait intéressant d'ouvrir également sur une aire importante pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça s'articulait, trouver peut-être des objets qui précisent la fonction de ces espaces et aussi voir un petit peu en dessous ce qui se passe, puisque on se rend bien compte qu'il y a différents niveaux de sol. Pour le moment, on n'a retrouvé que les très beaux niveaux de sol, un peu sur le même modèle que ce qu'on a vu dans le bâtiment au nord. Est-ce qu'il y a des niveaux précédents? Est-ce qu'on a un bâtiment qui a été réaménagé sur plusieurs phases? C'est très très possible. Très intéressant. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Instagram. Je poste de temps en temps des stories en temps réel des sites que l'on visite. Et à bientôt sur la Collègia.